Donc je crois que bon, je ne peux pas parler que des Brésiliens, mais je veux dire, ici au Brésil, bon, comme j'habite au Brésil et je connais la réalité du Brésil, je peux dire que ce n'est pas une question facile. Et souvent, quand on traite de ce genre de choses, on a ce genre de réaction. Mais c'est pas confortable. C'est pas confortable. Voilà. Mais la vie n'est pas confortable. D'avouer qu'on a tué 1 million de personnes en Irak, c'est pas confortable. D'avouer qu'il y a 45 000 Africains qui meurent de faim et de maladies tous les jours, c'est pas confortable. C'est plus facile d'avoir des tels moments et c'est intéressant, on a besoin de ça, mais pourquoi on le fait? On le fait pour plusieurs raisons. D'abord, c'est la chose la plus décente. Il s'agit des droits de la personne. De ne pas le faire est tellement stressant, est tellement humiliant, et ça nous rend tellement dans un état de culpabilité, ça coûte tellement cher de diviser et d'écarter des gens, ça rend les gens tellement immobilisés, ça nous affecte jusqu'au bout. Et puis en Amérique du Nord, on a une expression de cécité des couleurs, on ne voit pas de couleurs, c'est-à-dire qu'on est au-delà de ça. Mais moi j'ai dit parfois aux étudiants, juste pour comment jouer avec, être controversé, je dis, on ne voit pas les couleurs, c'est intéressant, dans chaque ville américaine, les gens de même couleur habitent dans le même coin. Ils sont les plus pauvres, les plus criminalisés, les moins instruits, mais on ne voit pas les couleurs. Donc, on se sent bien. Moi, je trouve, et puis une raison pour laquelle ça m'intéresse particulièrement, c'est que, comme une personne de race beige, ou rose, je ne suis pas complètement blanc parce que le blanc c'est le plancher. Je ne suis pas le plancher moi, je suis un être humain, j'ai du sang, j'ai des dents, mais comme une personne qui est pâle, qui a un défaut de pigmentation, je me trouve responsabilisé, engagé, et je sais que quelqu'un d'autre qui a la peau un petit peu plus foncée, qui dit plus ou moins la même chose, ne va pas recevoir la même réaction parce que cette personne-là, oh, tu es amer, oh, tu ne pouvais pas faire ton travail. Et puis on revient avec la même expression, écoute, travaille très fort, vous allez réussir. Le point, c'est que le néolibéralisme, c'est un terme difficile à maîtriser, mais on sait exactement de quoi s'agit-il. C'est de vraiment privilégier les privilégiés, et puis de marginaliser les marginalisés. Et c'est pour ça que le gourou là, de la télévision, avec ses émissions, comme Chomsky disait, ces émissions-là, ça nous force vraiment de ne pas de réfléchir, de faire une interrogation critique sur la vie. Si je ne fais que regarder les télégobans et le baseball et le football, je n'ai pas le temps vraiment de manifester contre l'abus des femmes. Donc, les Blancs doivent faire quelque chose, les hommes doivent faire quelque chose. On doit toujours faire quelque chose, mais comme tu as bien dit, Sandra, c'est intéressant que dans une société où c'est tellement évident, tous les jours, tous les moments, après la présentation, les gens qui m'ont embrassé pour me dire, moi je peux pas, si je vais dans une restaurant, on me regarde, si j'ai un poste université, on pense que c'était à cause de quota. C'est tellement dans les tripes, et puis de ne pas valider, de ne pas dignifier la vie humaine des autres. Je questionne. C'est éloquent. C'est éloquent justement, et je pense qu'on devrait tabler là-dessus maintenant, théoriquement, puisqu'on constate en pratique que ce discours est reçu de manière diamétralement opposée par les personnes qui subissent, qui font partie des groupes subissant la situation, et par les personnes qui font partie des groupes ne subissant pas, disons, la situation. Alors à ce moment-là, je pense qu'on devrait tabler dessus et dire que maintenant, en théorie, lorsqu'on parle de ces sujets-là, de colonisation, de racisme, etc., on devrait aborder ces concepts-là de manière bidimensionnelle, tout le temps. Une dimension, la posture des gens qui subissent, ou qui ont subi, ou qui se trouvent au voisinage d'eux, et l'autre dimension, la posture des gens qui se trouvent dans l'autre groupe. On devrait l'aborder toujours selon ces deux dimensions-là. Et pour moi, il y aura vrai dialogue, puisque c'est aussi le thème du congrès. Le dialogue n'est possible que si ces deux dimensions-là, justement, dialogue, se rencontrent. Alors, on ne me fera pas croire que
on abordera le racisme, la colonisation, etc., ces sujets-là, selon une seule dimension, et Dieu qu'on est dans le dialogue. Donc pour moi, le dialogue va supposer que de toute manière, on aborde ces concepts-là selon les deux dimensions. Ça, c'est très important ce que tu dis là, parce que par exemple, on a une loi maintenant au Brésil qui institue l'enseignement obligatoire de l'histoire et de la culture africaine et afro-brésilienne dans les écoles. Et ce qu'on voit, c'est que d'abord, d'une manière générale, c'est pas vraiment une loi très bien appliquée parce qu'il n'y a pas assez de fonds, c'est-à-dire il n'y a pas vraiment beaucoup d'argent pour mener cette politique. C'est la première fois que ça a lieu quand même, c'est très important. Il y a eu toute une démarche des mouvements sociaux, surtout des mouvements noirs, pour que cette loi soit appliquée. Mais ce qu'on voit, c'est que, par exemple, quand on traite de ça à l'université, de l'importance de cet enseignement, que c'est l'importance de mettre ça dans notre formation, parce qu'il faut former les enseignants pour qu'ils puissent donner cet enseignement. Et je vois que les gens minimisent beaucoup cette question et ils ne comprennent pas quelle est l'importance de ça. Ils pensent que c'est une question pour les Noirs. Et là, je pense que c'est important ce que tu dis. On peut pas discuter et échanger ce genre de phénomène si on travaille seulement avec un secteur. C'est-à-dire qu'on ne peut pas seulement travailler avec les gens qui, soi-disant, subissent la situation. Il faut travailler avec tout le monde. Et en réalité, tout le monde subit la situation. Parce qu'on dit ça comme ça, mais c'est-à-dire on parle des victimes directes, évidentes. Mais en fait, on est tous victimes. Parce que quand je suis dans un pays comme le Brésil et que je ne connais pas l'histoire de l'Afrique, je ne connais pas d'où viennent les Brésiliens, disons. Je ne connais pas toutes les racines. Je connais seulement une racine qui est la racine européenne. Je ne peux pas dire que c'est un problème qui affecte seulement les Noirs. C'est un problème qui affecte toute la population. C'est-à-dire que ce n'est pas normal que les Brésiliens ne puissent pas parler de l'Afrique, par exemple. Ils ne peuvent pas parler des auteurs, ils ne peuvent pas parler de leurs racines, ils ne peuvent pas parler non plus de racines indigènes, parce qu'ils ne connaissent pas, en fait. Alors, donc, c'est un problème. Il y a des victimes directes. Voilà, les victimes. Et des victimes indirectes qui subissent aussi la situation par méconnaissance. Par méconnaissance. Voilà, ça gère toutes sortes de situations, puisque ça fait que ça se perpétue davantage, parce qu'ils vont continuer avec leurs attitudes racistes sans le savoir. Parfois ils le savent, parfois ils se rendent ce qu'il faut, mais il y a beaucoup aussi de gens qui sont un peu inconscients aussi. Je ne suis pas certain si les gens ne connaissent pas l'autre. Je pense que c'est le fait qu'on connaît l'autre, qu'on ne veut pas s'informer, se sensibiliser. Les gens disent, oh oui, ça se fait du passé, c'était pas nous, on se sent coupable. Je pense que les gens connaissent très bien les autochtones, les peuples indigènes du Brésil. Les gens connaissent très bien les Afro-Brésiliens. L'illusion. L'illusion de la connaissance de l'autre. Non, mais c'est-à-dire qu'on sait... Parce qu'ils projettent la représentation de l'autre sur mais on connaît la place. On connaît la place. Ah oui, la place sociale, oui. La place sociale, on la connaît. Les faveurs, c'est pas la place réservée aux Européens les plus cotés. Oui, et puis, oui, bien sûr. Et question sur l'éducation.